Warm welcome to you all today on this beautiful day in London, including to those joining by live stream. We're particularly delighted to welcome back to Chatham House in this our centenary year our special guest, His Excellency Dr. Alassane Ouattara, President of the Côte d'Ivoire. Bienvenue à Chatham House, Monsieur le Président. Merci beaucoup. And we're delighted to have the distinguished presence here today, also of His Excellency Nana Akufo-Addo, President of Ghana, in the audience today. And a very warm welcome to you, Your Excellency, here in Chatham House, and to all the delegations, distinguished delegations, representatives here today. President Ouattara will address us on the topic Côte d'Ivoire 2020, elections and beyond, ensuring stability and inclusion. Just a few housekeeping points to start off. Please switch your telephones to silent or switch them off. Thank you very much. This meeting will be on the record. That means that those present can use the information from the meeting and may identify the speaker or any other participant. Except when approved by Chatham House in advance, filming and recording of this event is not allowed without prior permission, as I've said, but you're very welcome to tweet the event, #CHAfrica. And after a very brief introduction from me, Monsieur le Président will speak for up to 20 minutes. He'll speak in French with consecutive English interpretation. And following this, there will be space for questions in English. And the meeting will close at 12:30. His Excellency Dr. Alassane Dramane Ouattara has been President of Côte d'Ivoire since 2010 and leader of the Rassemblement des Républicains party since 1999. President Ouattara is an economist by training and has previously served as governor of the Central Bank of West African States, BCEAO, and as deputy managing director of the IMF. He was Prime Minister of Côte d'Ivoire between 1990 and 1993 under the country's first president, Félix Houphouët-Boigny. So, Monsieur le Président, the floor is yours, sir. Très bien. Il n'y a pas de micro, donc on va parler plus fort que d'habitude. Ladies and gentlemen, merci. Ah ben voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, sœur du Ghana, cher ami, je dis toujours à Nana que quand on parle de mon frère, actuellement, quand les gens disent Excellency Nana, ça veut dire twice Excellency. Parce que Nana veut dire Excellency. Donc, doublement Excellency, cher frère, cher ami. Merci d'être là. Je sais que vous aviez un forum ce matin sur l'investissement au Ghana. Je sais qu'avec la performance qui est la vôtre, que le Ghana a dû récolter plusieurs milliards de livres et je souhaite que, bien sûr, cela profite aussi à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Madame Ouattara, merci d'être présente et d'être avec moi ce matin. Cela va me permettre d'être encore plus performant que d'habitude. Parce que vous savez, après 30 ans de mariage, il faut avoir il faut continuer de séduire. Chers amis, mesdames et messieurs, madame la bâtartrice, ma grande amie, merci d'être là, madame Gould. Chers participants, vous voyez ma joie d'être parmi vous ce matin. J'étais là, je crois, mon premier passage, c'était en juillet 2012. Donc, je voudrais dire que je suis très heureux d'être là et d'être si bien entouré. Je remercie Bob Dewar. Et donc, nous avons connu quand il était ambassadeur avec nous en Côte d'Ivoire, mais installé au Ghana à cause de la crise post-électorale.
qui fait l'amitié donc de présider cette conférence. Et je remercie tous vos collègues et le Chatham House qui me reçoit à nouveau. Et c'est une institution qui est prestigieuse, qui est bien connue. Et je voudrais me féliciter d'avoir été invité pour vous parler un peu de la Côte d'Ivoire et de la situation de mon pays. Alors, vous vous souviendrez qu'en 2012, quand je suis venu ici, la Côte d'Ivoire était en pleine reconstruction. Vous avez dit que j'ai été élu en 2010, c'est vrai, mais je n'ai pris fonction qu'en mai 2011, en raison d'une crise post-électorale qui m'a vu être gardé dans un hôtel pendant plus de 4 mois et demi. Et mon investiture a eu lieu en réalité en mai 2011 et nous avons trouvé un pays en lambeaux, totalement détruit, une administration absente, également une situation sociale dramatique. Mais évidemment, je vous avais parlé en ce moment-là des efforts que nous avions en vue de reconstruire notre pays, mais surtout, je vous avais parlé de l'Afrique, du continent africain. Et bien sûr, après 8 années, je suis heureux de revenir et de vous parler à nouveau de mon pays et de vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire se porte très bien. Et mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité. Et le taux de croissance moyen depuis 2012, puisque c'est vraiment l'année complète. J'ai dit que 2011, j'avais passé déjà plusieurs mois à l'hôtel du Golfe. Mais le taux de croissance depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays les plus forte croissance dans le monde. Et nous en sommes très fiers. Et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. Et alors, évidemment, si vous voyez cette évolution sur les 9 ans, les 9 années, y compris cette année, ça veut dire qu'en 9 ans, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Et je sais que le Ghana est en train de nous rattraper depuis l'arrivée de Nana. Et donc, nous faisons le chemin ensemble. Et ces résultats, d'abord, est dû au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Houphouët disait « découragement n'est pas ivoirien ». Et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles et avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020. Alors, ces 2 plans nationaux... Oui? On peut laisser peut-être là... Ah, je pense... Mais tout le monde parle français ici. Absolument. C'est vrai, c'est vrai. Quand même. Je m'excuse. Ah bon, d'accord. Ah, mais c'est à vous de voir, hein? Mais qui ne parle pas français? Mais voilà, tout le monde parle le français. I think, please, yes. Excusez-moi, monsieur. Does this work? Do you hear me? Okay. First of all, I would thank the President of Ghana, my dear friend. Je vais finir cette partie, comme ça après vous pouvez traduire. Je parlais des 2 plans de développement, n'est-ce pas, qui 2012, 2015 et 2016, 2020, qui nous ont permis donc d'avoir un volume d'investissement
de 72 milliards de dollars et 60% financés par le secteur privé. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une performance importante. Voilà, je vous laisse traduire. Par quel secteur c'était financé à 60%? Le secteur privé. Le secteur privé. First, I would like to thank very warmly my dear friend, the President of Ghana, for having come. He is a double excellency, I must say, because you called him Your Excellency, but he's also called Nana, which means actually excellency in our language. So he is doubly excellent. And I would also like to thank my dear spouse for having come as well. And because her presence means that I would have to be even more performant than normally. After 30 years of marriage, you have to keep on seducing each other. So now, I would also like to thank Madame Gouda for having come. Now, I want to enter the theme of today and say that it is now, that's the first time I'm here. I came first in June 2012, but I'm delighted to be here again. And since there has been a lot going on in my country, and I have had also to stay in a hotel after I have been after I became president, but I had to wait for my investiture. And I am delighted to be here to talk to you about the Ivory Coast and the situation in my country. In 2012, the Ivory Coast had to be rebuilt. In 2010, I was elected, but a 4-month crisis followed, which I had to spend in a hotel before I could actually take over my duties. The country was in tatters. The social situation was really very bad. And the Ivorians had to make a real effort to rebuild the country. And that is what I would like to talk about, and about Africa. And now things, I must say, are much, much better. Things in the Ivory Coast are fine. We have a growth, a very strong growth in the country, stability and security. The growth in average growth in 2012 was 8% for that year, and that is excellent. It is the best growth in the world for a country. So the country is very dynamic. The economy over the past 9 years has allowed the GDP to double, which is only, you have to go to Korea or to China to find something similar over the last 20 years. Ghana is following close behind, I believe. So we are together in this. I must say the people in the country have worked relentlessly to achieve this. And the crisis hasn't made them despondent about matters. And the government has helped by reforming the institutions and guaranteeing security, peace, democracy, and a very good climate for investment. And we have now a development plan, 2 development plans that have been put up, one for 2012 to 2015, and the next one from 2016 to 2020. The volume of the investments would be $72 billion, and 60% of that will be privately financed. Je vous remercie. Je vais dire à Bob que le temps de traduction doit être déduit de mon temps d'intervention. Parce que, alors, les réformes et ces performances
ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 55 places dans le classement Doing Business de la Banque mondiale en 2012 et 2018, et aussi au classement de l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique, où la Côte d'Ivoire est passée de la 41e place en 2008 à la 22e place en 2018. Mais ceci, c'est très bien, mais ça veut dire que nous avons encore des efforts à faire. Alors, je me félicite du thème de cette conférence, qui est « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion ». Comme vous l'avez dit, l'année 2020 revêt une grande importance pour la Côte d'Ivoire en raison des échéances de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alors, je peux vous dire que le gouvernement est à la tâche et que ces élections seront transparentes et démocratiques et apaisées. Free, fair and transparent. Alors, évidemment, cette volonté est traduite par la mise en place des institutions dont j'ai parlé. Elles sont crédibles, elles sont fortes. Et je voudrais aussi revenir sur le passé et dire qu'en réalité, le problème de mon pays a été que la loi fondamentale avait été tripatouillée à la mort du président Houphouët. Et ceci a créé de nombreuses crises, aussi bien en 2014, en 1999, en 1994, en 1999 et bien évidemment en 2002. Et ce qu'il fallait éviter, c'est sortir de cette situation et d'avoir une constitution qui soit véritablement non personnelle, qui soit donc conçue pour rassembler les Ivoiriens et donner à chaque Ivoirien la même chance pour compétir aux différentes élections. Thanks to this performance, we have gone up in the rankings in the world. We are now 55th in the World Bank rankings, and that was we have achieved that between 2012 and 2018. We have also gone up from the 41st place where we were in 2008 to 22nd place now in the African Bank rating, I believe it was. So this is all very good, but there is still a lot to achieve. We must do much more. And I believe that the election, which are scheduled for 2020, would help a lot because I am very happy now to be able to talk about this election and stability and inclusion. These elections, I can tell you, will be transparent and they will be democratic. We have set up the institution to allow that to function in such a way. The problems in the past has been that the laws of the country, the fundamental law, had been tampered with, and since the death of the past president Houphouët, and this has led to a crisis, and which reached a peak in '94, in '99, and 2002. But we are moving away from this now, and we are doing what is necessary so that things are not personal anymore. We want to make it possible for all the people of the country to get together and for everybody to have the same opportunities in these elections. Bien, je vous remercie. Je rappelle que la Constitution de 2016 a été adoptée à quasiment 94% le 8 novembre 2016. C'est une constitution moderne, comme je l'ai dit, impersonnelle, démocratique, consensuelle, et aussi qui propose de nouvelles institutions. Cette constitution réaffirme l'attachement à la légalité constitutionnelle et à la promotion de la bonne gouvernance.
Elle préserve et renforce l'état de droit, les droits et les libertés et les devoirs des citoyens. Alors, je souligne également que la Constitution de 2016, qui est la Constitution de la Troisième République, garantit notamment le droit d'opposition démocratique, la promotion des droits politiques de la femme ou encore la parité entre les hommes et les femmes. Alors, ce sont ces libertés, mais aussi ces droits et devoirs, à mon sens, qui vont assurer dans les grandes démocraties, comme telles qu'ici en Grande-Bretagne ou d'autres pays européens, la stabilité et la paix pour les générations à venir, parce que c'est de cela dont nous avons besoin. The constitution that was adopted in November 2016 was adopted with a majority of 94%. It is a modern constitution, and we are now having new institutions that are going to guarantee good governance, freedom, the rights of the citizens, and legality, constitutional legality as well. The opposition has a right to exist. There is equality between men and women. Politically, they have the same rights. And we will also guarantee more democracy, stability, and peace in the future. This is what we need. Oui, les principales innovations concernent d'abord la création d'un poste de vice-président, comme au Ghana, comme au Nigeria, comme au Kenya et dans d'autres pays démocratiques. C'était important d'avoir la continuité de l'exécutif en cas d'indisponibilité du président de la République, pour que le programme sur lequel le président a été élu continue d'être appliqué, et non pas le système français où au décès ou à l'indisponibilité du président, dans les 3 à 4 mois, il y a de nouvelles élections, et puis on ne sait pas qui va venir, quels programmes seront adoptés. Alors que dans cette Constitution, le président est élu sur un programme pour 5 ans. Il a un vice-président. Si quelque chose lui arrive, le vice-président continue ce programme jusqu'aux prochaines élections. Alors donc, il y a une modification au niveau de l'exécutif. Au niveau du législatif, nous avons la création d'un Sénat, le bicaméralisme. Et donc le Sénat qui, bien sûr, tient compte des collectivités territoriales pour que, au niveau de la décentralisation, on puisse avoir une chambre où l'on a quand même le point de vue des collectivités décentralisées. La Constitution, donc c'est une Constitution bicamérale, comme aux États-Unis, avec bien sûr une Assemblée nationale et un Sénat. Et troisièmement, nous avons créé, comme au Ghana, une Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Et ceci nous paraissait important pour travailler à la valorisation des us et coutumes et à la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés. Et ceci est un outil essentiel de mon point de vue. Et enfin, au niveau des libertés, des droits et devoirs qui sont garantis par une réorganisation juridictionnelle du pouvoir judiciaire en réaffirmant et en renforçant leur indépendance. Parce que nous avons non seulement une Cour suprême qui comprend la Cour de cassation et le Conseil d'État, mais nous avons également une Cour des comptes, nous avons un Conseil constitutionnel, et ceci fait que donc nous avons une plus grande diversité et une plus grande spécification des différentes structures judiciaires. This is what is going to be new in the country. We are now going to have a vice president, like countries like Ghana, Nigeria, and Kenya do.
And it is important that we do have a vice president because that guarantees continuity at the executive level if anything should happen to the president for any reason. So it is not going to be like in France, where within 3 or 4 months you have to organize new elections if the president happens to pass away or is not capable, is not in no fit state to govern. So I'm saying that because I think that it is important that we agree over this way of doing things. We also have a new legislative system in place. There is going to be a Senate, which will, of course, also take into account the territories, all the various parts of the countries where we want devolution and decentralization. We are going to have 2 chambers, like in the United States, a National Assembly and a Senate. As it has, as in Ghana, there will also be a chamber for traditional chiefs, because it is important to also take into account the customs and the traditions of the country and the various villages. We don't want there to be any conflicts between the villages. We want peace and cohesion in society. We also have defined the duties and the rights of the people. We are reorganizing the judiciary, and the judiciary is going to be independent. We are going to have a Supreme Court, a Court of Accounts, and a Constitutional Council. This is to guarantee diversity and of the judiciary and its independence. Je vous remercie. En ce qui concerne l'organisation des élections, comme dans l'ancienne Constitution, elle est confiée à une commission électorale indépendante. Voyez-vous, la commission qui a été mise en place en 2012, nous l'avons, ça a été avec le soutien du NDI, le National Democratic Institute, qui a passé plusieurs semaines avec nous, avec tout le monde, hein, les partis d'opposition, le pouvoir, la société civile, etc., et qui nous avait proposé une commission électorale indépendante qui a bien fonctionné, qui a organisé toutes les élections de 2012 à 2019, et je dois dire à 2018, pardon, et je crois qu'il y avait 5 ou 6 élections, 2 élections législatives, l'élection présidentielle, le référendum, les élections municipales, les élections régionales. Tout cela s'est très bien passé. Mais nous avons eu des observations de la Cour africaine des droits de l'homme qui estimait que la société civile n'était pas suffisamment bien représentée. Et donc la commission a été réadaptée pour tenir compte de cette critique. Et ce qui fait que dans la commission actuelle, les partis d'opposition et du pouvoir, les partis politiques ont 6 membres et la société civile a 6 membres. Alors que dans le passé, la société civile n'avait que 3 membres, comme les partis politiques. Comme dans l'ancienne Constitution, bien sûr, l'ancienne commission électorale, le président de la République, la magistrature et le ministère chargé de l'organisation des élections, pour leurs compétences, sont également membres de la commission électorale indépendante. Voilà, ceci a été fait après 6 mois de discussion avec les partis politiques, et c'est cette nouvelle commission qui est totalement conforme aux recommandations de la commission de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui va donc organiser l'élection présidentielle de 2020 et bien sûr les élections législatives également. Okay, the electoral system has also been revised,
the Electoral Commission is independent and was created in 2012. It is there to support it was set up with the support of the National Democratic Institute that spent several weeks with us to set it all up and help us do it. It works very well. It organized the elections in 2012. Between 2012 and 2018, there were about 6 different elections at different levels. There was a referendum, there was a presidential election, regional elections, etc. So this is working very well. And I say the African Human Rights organization did point out to us, though, that civil society weren't sufficiently represented. So we have seen to this, and now the opposition parties have 6 members in the council, and the civil societies that in the past only had 3 have 6 members representing them. The Electoral Commission, the president, the magistrates, the ministry for the elections, all this has been the Commission for Independent Election. All this has been put in place. We had 6 months during which we discussed matters between the parties, and we organized now the election in 2020 with the help of the African Human Rights Commission. Oui, je voudrais signaler que, en fait, la Commission électorale indépendante, la CEI, a demandé l'assistance électorale des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO pour montrer que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons que toutes ces structures et tous ceux, bien sûr, qui souhaitent observer l'élection puissent le faire. Alors, nous avons également en discussion actuellement les modifications au code électoral, qui est vraiment le détail, le cœur du processus lui-même, qui est en discussion par le Premier ministre et les partis politiques et la société civile pour adapter le code à la nouvelle constitution, ce qui est également en cours et sera achevé dès le mois de février. The Independent Electoral Commission has asked the UN, the European Union, the African Union, and the countries of the Association of French-speaking countries to come and assist with the election, because we want these elections to be totally transparent. We have absolutely nothing to hide, and we want to make it possible for everybody to see what the process is and how things are going to work. We have also amended the electoral code so that the process is revised, and the Prime Minister, the various parties, and the civil societies have taken part in this effort, aiming at adapting the electoral code to a new constitution, and that should be finished by February. Oui, je voudrais enfin dire qu'au niveau de la sécurité, si je dis que ces élections seront apaisées, c'est parce que nous avons fait des progrès importants au niveau de la sécurité. Je pense que la plupart d'entre vous vous souvenez de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. En 2010, quand il y avait 2 armées, le pays était coupé en 2, il y avait des miliciens, etc. Et donc tout ça a été nettoyé. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine. Nous n'avons plus de miliciens. Et en tout cas, quand ils apparaissent de temps en temps, quelques-uns, sont traités comme des terroristes. Et par conséquent, la lutte contre le terrorisme sera totalement renforcée, aussi bien en ce qui concerne certains miliciens qui semblent être dans l'ouest du pays, vers notre voisin le Libéria, ou bien les terroristes qui peuvent être à nos frontières au Mali et au Burkina.
Mais ces élections, donc, la sécurité est assurée. L'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire est au même niveau qu'à Londres. Donc, vous pouvez sortir le soir, vous pouvez aller où vous voulez. Et par conséquent, il n'y a plus ces problèmes d'insécurité que le pays a connus pendant de nombreuses années, de 2000 à 2010 et 2011. Alors, ces élections seront donc sécurisées, comme celle de 2015, où il n'y a pas eu de trouble du tout. Les choses se sont bien passées et nous sommes persuadés que les forces de défense et de sécurité continueront de faire leur travail. Je signale que c'est en raison du succès de la réorganisation des forces de défense et de sécurité, notamment de l'armée, que l'ONU s'est passée à demander aux casques bleus de quitter la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était en 2016, Monsieur le ministre. 2016, c'est un succès, parce qu'en général, je nommerai pas les pays, mais vous savez, il y a des pays où les casques bleus, je prends le Liban par exemple, c'est des décennies, pratiquement 5 décennies, que les casques bleus sont dans ces pays, mais la Côte d'Ivoire a pu se passer des casques bleus depuis 2016, parce que la sécurité est totalement assurée. Et nous avons même été cooptés au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2018 et 2019 pour apporter notre expérience. Comment nous avons réussi à sortir de cette situation de crise à une situation apaisée, à une situation où nous pouvons contribuer donc au maintien de la paix dans la sous-région. Nous avons des troupes au Mali et nous avons dans d'autres pays tels que la Centrafrique et bien d'autres pays dans le monde, Haïti, etc. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a retrouvé son rang au plan donc, de la sécurité dans le monde et nous continuerons d'offrir nos services aux Nations Unies pour continuer cela. Donc les élections de 2020 seront apaisées, sans aucun doute, comme celle de 2015. Right. Regarding security, the elections will be peaceful elections because we have made massive progress in security matters. The situation in Côte d'Ivoire in 2010 was dire. The country was divided into, there were armed militias. Now all this has disappeared. There are no militias anymore, and those militias who are still active are considered as terrorists, and we treat them as such, and we fight as a terrorism. So, and we are going to reinforce our efforts against terrorism. We do have to deal with militias in the east of the country, on the coast, on the border with Liberia. We have terrorists that operate from Mali and Burkina Faso, but the security is guaranteed in the country now. You can go out at night perfectly safely, and the problems that existed in the past that we knew in 2010, 2011, they are no more. The security now is as in 2015, the elections were fine. They didn't encounter any problems, and the armed forces and the police don't have any problems either to operate. They are successful in guaranteeing peace and security. In 2016, the UN has withdrawn the blue helmets from the country. Now, this is a success because there are certain countries like Lebanon where the blue helmets have had a presence for decades and are still there. But in Côte d'Ivoire, the blue helmets have retreated in 2016. We didn't need them anymore. The Security Council of the UN has even asked us to come and sit on a council to explain our experience to them and to tell them how we actually managed this feat, how we got out of a crisis and to achieve where we are now, which means a country which is in peace and where everybody contributes to the peace and the security of the country and in the region. And
the Ivory Coast will continue to help and serve the UN, and the elections of 2020 will be as peaceful as those of 2015. Bien, je vous remercie. Je voudrais conclure en disant que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en paix. Donc, la situation économique s'améliore d'année en année. Et bien sûr, nous travaillons à ce que la croissance soit encore plus inclusive. Et nous favorisons donc l'appui aux couches les plus défavorisées avec le programme social du gouvernement. Et ce que je retiens de cette expérience de presque 9 ans, c'est dire que ce qui importe dans nos pays, c'est effectivement avoir des institutions crédibles, des institutions qui fonctionnent normalement, et surtout aux populations de faire confiance aux institutions et ne pas se substituer aux institutions. Il faut faire en sorte que, en tout état de cause, la non-violence ne doit pas être tolérée. Les Ivoiriens aspirent à la paix et je peux leur dire que cette paix est maintenant irréversible. Je vous remercie. Do I do that? Yeah. Okay, so in conclusion, I would like to say now that the Ivory Coast is in peace, that our economy is thriving, and will continue doing that with big strides, and will go from better to better. We want to achieve a growth that is all-inclusive. We have a program, a social program, that is aiming at the people who need it most, those who are the most in need in society. In the last 9 years have proven us that we need strong and good institutions for all this to be able to be achieved and to be maintained. Now, what I would like to say as a last word is that the people have to trust us, have to trust their institutions, and renounce violence totally, which is what we are achieving. And the people in the Ivory Coast want peace, and it is not possible anymore to challenge that. Thank you very much, Monsieur le Président. Thank you very much indeed for your presentation. We have time for some questions. To make the most of the time, I'd like to take them in groups of 3, perhaps starting with a question on the left, the gentleman in the second row, and we'll move in groups and have one from each quickly, and we'll try and get as many questions in as possible. Please be concise. Please give your name and your affiliation. And when you do speak, please speak into the mic, straight into the mic. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. My name is Merci, c'est pour la caméra. Merci. Allez-y, monsieur. Oui. Ah, bon, mon cher ami, Double Excellency. Nana, c'est tellement gentil, vraiment. Oui, tu pars à Davos, là. Oui, d'accord. Tu es quand de retour à Accra? Mr. President. Il y a de la place devant, hein? Anyone's welcome to come and take the seat. Okay. I'll take you because I'm Right, asking so my question. we'll continue with, we'll start with the questions. And sir, over to you. If you could All give right. your name and affiliation, please. Thank you very much. My name is Jennifer Wenji, and I've just started a job at International Institute of Development Studies, but I'm Cameroonian by origin. And Mr. President, in 2010 there was
a strong continent-wide interest and public opinion debate on in the aftermath of the electoral process in Cote d'Ivoire. And especially in the French-speaking part of Cameroon, where I come from, many observers thought that the reason for that, continent-wide interest was because of the ability of some political parties in Cote d'Ivoire to engage other political parties outside the national framework. And referring to the theme of stability and taking into account this ability of other parties to build continental alliances, I would like to ask you what you think is the role of African-based media outlets in terms of promoting stability during and after electoral processes, and also if your party, I'm not sure who the candidate of your party is at present, but if your party is planning to build such alliances with other political parties across Africa. Thank you very much. Thank you very much. In the central row, is there a lady there? Towards the back on the left? Yes, thank you. Thank you, Mr. President. So my name is Anna Noemi Ouattara. I am an Ivorian student currently studying in London. So my question is around inclusion, so very targeted at financial inclusion. So you did mention that at the moment you are looking into having social programs that will help underprivileged. But I also want to know what is the government currently doing to foster the financial inclusion space within Ivory Coast. So I'm quoting a report from the World Bank that was written in April 2018 that says that in sub-Saharan Africa only, we have at least 95 million unbanked adults, and this is going to increase from year to year. So looking at I've looked from an Ivorian perspective, what is the government currently doing? And beyond the election, what are you looking into having regulations in place to make sure that people that are unbanked, or maybe people that are not are currently excluded from the financial sector, what are you going to do about them? So this is my question, and thank you. Thank you very much. And anyone from this row here? Paul, did you want to have a question? Paul Melly from Chatham House. Your Excellency, you've talked at times about the importance of opening up political opportunities for the next political generation in Côte d'Ivoire. I know you've said that you'll indicate your own intentions about this election later this year. What are the key criteria that will lead you to decide whether or not you should run again and whether the new generation should be coming forward? Thank you. Right. Right, thank you very much. Is that over to you, Mr. President, if you're happy with those? Très bien. Merci beaucoup. For the first question from my brother from Cameroon, obviously there are many political parties in each country which are members either of the international liberal movement or the centrist movement or the socialist group. And so far, I don't think there are many cases where you have political affiliation with another political party in another country. So we don't have any affiliation with political parties in Cameroon. Certainly some of them, we're members of the International Liberal Organization, and I'm sure that if some parties are members of that, it's through that mechanism that we have our possibility of cooperation. Now, on the matters of election and credibility of the process and the like, this is a regional issue. For example, at the level of ECOWAS, we really are very, very keen to make sure that the process is in conformity with all the
dispositions which are in the Charter for Good Governance of ECOWAS. So when there is an election somewhere, we send groups of people as observers. This happens quite often in latest case is Guinea-Bissau, where we sent observers, and usually I think they do a very good job. Now, second question, the financial inclusion. The lady should have been with us this morning. We spent 1 hour with David Malpass, the president of the World Bank. We talked essentially about financial inclusion. Côte d'Ivoire has made a lot of progress on that, but clearly the level is only, the ratio is only 41%, which is very low. And clearly digitalization will help in this process, and we're fully embarked on this. And we even have asked the World Bank to give us financial support to do that. Alors, troisième question, political governance. No, I think it's very simple. For me, some of us are a generation of, we were born before independence, you see, so we had a chance of having scholarships to study, some in France, others in the US, like myself. And when we return, we have very good jobs for decades, and we brought experience out of that. And I believe that this is a contribution that we made. But today, 3/4 of the population in our country, in Côte d'Ivoire, has less than 35 years old. That's why I say that it's time for us to trust the new generation, particularly if we have coached them, if we trust them, if we think they have the ability to exercise leadership. But in any case, my belief is that it's a team which should really do that. It's not a matter of choosing a person, but choosing a team. And I can tell you I have a good team in my case, in case I decide not to run. I'm confident about that. Great, thank you very much. We'll start with another round of questions. The lady there in the second row. Thank you very much, Mr. President, for your presentation. I will ask my question in French. Ma question concerne l'agriculture. Je suis Michela Paganini, je suis consultante indépendante en développement agricole pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'appuie les petits agriculteurs pour améliorer leurs conditions de vie. Et j'ai fait beaucoup d'interviews en Afrique de l'Ouest aux petits agriculteurs et en Côte d'Ivoire également. Je voudrais demander comment est-ce que le secteur agricole peut contribuer à la stabilité, à l'inclusion en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest plus en général. So how can the agricultural sector contribute to the stability? Right. The gentleman in the middle there in the fourth row. Thank you, Mr. President. Salem Mazoud from King's College London. I just wanted to touch upon an issue which you have not mentioned at all, and I apologize if it's inconvenient. It's the decision of the French president to replace the franc CFA with a new currency called ECO. And my question really, because this is a momentous decision in many ways, the franc CFA has been criticized many times, and there was a need felt for a new institution, but this is a unilateral decision perceived as probably neo-colonial or whatever, and it's just dropping the C of CFA and replace it with colonie as usual. I don't want you to, you may answer in a diplomatic way, but what do you think the role of Côte d'Ivoire and West Africa in general will be in the near future, especially in this thing? Considering that the ECOWAS was preparing something in the same way in UEMOA as well. Thank you. Thank you very much. Right. Gentleman here in the middle.
Just there, yes. Thank you. My name is Omar Farouk. Thank you very much, Your Excellency, for your presentation. I'm a barrister. Two very, very quick questions. Your Excellency, even in London, which is a haven of billionaires and food banks, we are grappling with distribution of wealth and equality. So my question with respect to the Ivory Coast, how is it that you are doing things differently, let's say, given your experience, than we would be doing here in terms of inclusion? And the other question, I'm sorry if it's inconvenient, given the fact that your ties are very, very strong with France, with history and so forth, and that we are now coming out of Europe, how do you foresee countries like yourself and Africa becoming closer to the UK? And will there ever be a possibility where English may become the second language in your country? That's I think that's three questions. Okay. Carry on, sir. Thank Merci, you very much. merci beaucoup. Bien, je vous remercie. First question on agriculture. Clearly, Côte d'Ivoire is an agricultural country. Non, vous n'avez pas. La question était en français, donc je vous répondrai en français. C'est vraiment un pays qui a mis l'accent sur l'agriculture depuis l'indépendance. Et comme vous le savez, nous sommes le premier producteur mondial de cacao, avec 40%. Le Ghana fait 20%. Le Cameroun, 5%. Le Nigeria, 5%. Donc, ces quatre pays font 70% de la production agricole. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes que nous avons développés avec le Ghana, mais qui nous permettent quand même d'améliorer le revenu des paysans. Parce que les paysans, si vous avez l'industrie du chocolat, si vous prenez 100 milliards donc de revenus, en fait, les paysans ne reçoivent que 6%. Alors, évidemment, c'est très peu et les gouvernements reçoivent encore moins. Par conséquent, nous avons, avec le Ghana, engagé une procédure qui permet, hier, par exemple, soir, le cacao était à 1613 francs CFA le kilo. C'est-à-dire que les 60 francs nous amènent quasiment à 1000 francs aux producteurs, alors qu'aujourd'hui, malgré les subventions que nous faisons, nous ne payons que 850. Et avant que je n'arrive aux affaires, les paysans ne recevaient que 400 ou 500 francs. C'est-à-dire que donc déjà, l'amélioration de la procédure, enfin, du process de fixer le prix sur le marché mondial va améliorer donc les revenus auxquels les paysans peuvent recevoir. Maintenant, il y a également la noix de cajou, l'anacarde, où nous sommes premiers producteurs, la banane, l'ananas, l'EVA, où nous sommes premiers producteurs africains, etc. Et nous considérons que l'agriculture doit être vraiment la base de notre croissance. Et c'est ce qui a réussi d'ailleurs. Notre premier président a été vraiment un visionnaire, le fait qu'il a mis l'accent sur l'agriculture, alors que nous avions découvert des puits de pétrole et de gaz. Mais il a considéré que ce n'était pas la voie à suivre, qu'il fallait mettre l'accent sur l'agriculture. Et cela continue. Maintenant, nous allons passer à une deuxième phase, c'est maintenant la transformation de ces produits. Le cacao, par exemple, ne transformant en pâte, en beurre, que 35% d'une production de plus de 2 millions de tonnes sur les 4 500 000 au plan mondial. Et cette année, nous serons même à 2 200 000 tonnes. Et pour le noix de cajou, l'anacarde, ne traitons que 10%. Donc nous sommes prêts même à faire des subventions aux entreprises pour améliorer donc, la transformation de ces produits, parce que ça créera des emplois, notamment en ce qui concerne l'anacarde dans nos pays. Et aider le monde agricole veut dire aussi faire des investissements dans les pistes rurales pour les aider à évacuer leurs produits, mettre de l'eau potable, mettre de l'électricité, avoir des écoles, avoir des centres de santé. C'est tout ce qui concerne le programme social que nous avons en cours et sur lequel nous avons mis 1 000 milliards pour 2019 et 2020. Et grâce à ce programme social, par exemple, on voit que le taux d'électrification en Côte d'Ivoire, qui était de 33% en 2011, est aujourd'hui à 70% et sera donc à 80% en fin 2020.
C'est-à-dire nous passons donc de 33% à 80%, ce qui est vraiment extraordinaire. Tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés en 2020. Et puis après, nous allons passer au campement, à tous les autres endroits où il y a des Ivoiriens qui sont installés en grand nombre, mais malheureusement qui n'ont pas une organisation qui corresponde à un village ou à une sous-préfecture. Parce que notre objectif, c'est qu'en 2025, nous soyons proches de 100% d'électrification du pays. En ce qui concerne l'eau potable, c'est la même chose. Nous avons produit autant d'eau potable depuis 2011 que je suis aux affaires que les 50 premières années de l'indépendance. Et je peux continuer, les écoles, les hôpitaux, etc., les routes. C'est comme ça qu'on va aider le monde rural en leur donnant tous les services de base, en créant des écoles, en mettant des bancs dans les salles de classe, en donnant des médicaments dans les hôpitaux, ainsi de suite. Donc sur ça, nous sommes tout à fait à l'aise. Nous faisons ce qu'il faut. Alors la question concernant l'écho. Alors, je suis surpris par la question du monsieur qui me dit que c'est une décision du président français. Vous avez tout faux. Ah ouais, ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est la monnaie de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est la monnaie de 8 pays, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Et déjà en 2017, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest m'ont confié la présidence de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à partir de 2017 que j'ai commencé les discussions avec le président Macron pour lui dire que nous voulons une évolution de l'accord monétaire que nous avons avec la France. Donc c'est une décision des Africains. Bien évidemment, ce sont des choses qui demandent des discussions entre les techniciens, mais nous, notre vision était très claire. Nous sommes engagés vers une monnaie ouest-africaine qui s'appelle l'ECO. Nous avons donc commencé les transformations nécessaires à nos relations avec la France pour aller vers l'ECO. Alors, les décisions que nous avons arrêtées, qui ont été annoncées en présence du président Macron, c'est des décisions des chefs d'État de l'UEMOA que j'avais vues au préalable le 3 décembre à Dakar et qui m'ont autorisé à prendre ces décisions que j'ai signées en leur nom. Un, c'était de dire que nous allons abandonner la terminologie de franc CFA et nous allons nous orienter vers l'appellation de l'ECO quand nous allons mettre l'ECO en place. Donc c'est notre décision. La deuxième décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférées à la Banque centrale. Et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs. Mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale et à la commission bancaire. Voici les trois décisions que nous avons arrêtées. Alors, il y a un peu de confusion dans l'esprit de certains. Le franc CFA continue de circuler jusqu'à ce que l'ECO soit mis en place. Mais je signale que le Portugal, je veux dire les Cap-Verts, ont exactement le même système que nous avons aujourd'hui avec donc la France. Le Cap-Vert ont une monnaie qui est ancrée sur l'euro et qui a la garantie du Portugal. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons exactement le même système. Nous avons décidé, moi je suis un banquier, je considère que l'arrimage à une monnaie dépend du commerce que vous avez avec ces pays. Pour le moment, parce que nous sommes des pays agricoles, l'arrimage et notre commerce est avec l'Union européenne, nous sommes mis d'accord, les chefs d'État, que nous continuons la fixité, l'arrimage à l'euro. Parce que c'est ça qui est dans notre intérêt. Si nous étions tous des pays pétroliers, peut-être que nous aurions arrimé notre monnaie au dollar, comme le fait l'Arabie saoudite. Les gens oublient cela. L'Arabie saoudite,
10 fois l'UEMOA, mais leur monnaie est arrimée au dollar parce qu'ils exportent le pétrole essentiellement vers les États-Unis. Nos importations vont vers l'Europe, produits agricoles, cacao, café, etc. Donc nous nous arrimons à l'euro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand nous arriverons à remplir les critères de convergence? Déjà, je pense que les 8 pays de l'UEMOA remplissent quasiment tous les critères de convergence en 2019, mais pas tous encore. Les Cap-Verts remplissent les critères de convergence. S'il y a un ou deux autres pays en 2020 qui remplissent les critères de convergence, ces 10 pays ou 11 pays ou 12 pays commenceront à former l'ECO avec une banque centrale commune et également avec une décision de la parité de la monnaie. Supposez que le Ghana rentre dans cette union l'année prochaine ou dans un an, le Ghana est un exportateur de pétrole, ils pourront dire, au lieu que nous soyons arrimés essentiellement à l'euro, peut-être nous devions être arrimés à une combinaison euro-dollar. Vous voyez donc, c'est du fantasme quand j'entends des gens dire, que la France... non, là, je trouve que le président Macron est une génération vraiment moderne. Il a compris que c'était mieux pour les pays africains qu'à s'ils décident de faire ce changement, qu'ils le fassent. Et nous prenons nos responsabilités, nous l'avons fait. Et la France, nous continuons de demander la garantie de la France parce que pour notre monnaie, pour la stabilité des marchés. Et depuis que nous avons pris cette décision, vous voyez le marché de Londres, de New York ou de Paris, ça n'a pas bougé. Les taux d'intérêt sur le franc CFA à moyen et long terme, le taux d'intérêt sur notre dette, ça n'a pas bougé. Le taux d'inflation est toujours aussi faible. Je fais preuve d'humilité, mais je suis quand même ancien gouverneur de la Banque centrale, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Je sais ce qui est bon pour mon pays. Donc les propos des populistes ne m'intéressent pas. Nous faisons ce qui est dans l'intérêt de nos populations, et nos populations ont un système qui marche. Nous avons 6 mois, vous savez, de réserve de change en devises. Aucun autre pays de la zone ne l'a au sein de la CEDEAO. Alors, donc, nous voulons continuer cette garantie de la France au cas où, mais nous savons que ça ne va pas jouer puisque nous avons suffisamment de devises. Alors, je vous dis tout cela pour dire que, c'est une réforme des chefs d'État de l'UMOA. Et deuxièmement, cela ne remet pas en cause notre volonté d'aller vers l'éco, mais il faut des critères de convergence, que tout le monde réduise ses dépenses pour que le déficit sur le PIB soit contenu, que le taux d'inflation soit réduit, que l'endettement soit réduit. L'endettement en Côte d'Ivoire est de 48%, mais dans d'autres pays que je nommerai pas, c'est au-delà de 110%. Alors il faut que ces pays arrivent à réduire leur dette en dessous de 70%, et ainsi de suite. Donc la plupart des pays de l'UEMOA remplissent ce critère, et je signale enfin que ces pays de l'UEMOA ont un taux de croissance moyen de plus de 6% depuis 6 ou 7 ans. On me dira que c'est en grande partie à cause de la Côte d'Ivoire qui fait 40-45%, mais tous les autres pays ont fait des progrès. C'est-à-dire que la politique monétaire est bien menée, elle est bien gérée, les politiques structurelles, macroéconomiques sont également donc confortables. Voilà, donc je tiens vraiment à faire cette prévision, c'est notre décision, et nous allons vers l'éco. Et l'éco, quand l'Europe a décidé de l'euro, vous savez, l'addition a été prise, mais il a fallu 3 ans pour que ça se matérialise. Alors pourquoi les gens veulent que nous, on ait pris cette décision en 21 décembre 2019 et que ça se matérialise dans les mois qui suivent? Ça se fera pas à pas, avec prudence, en tenant compte de l'intérêt de nos concitoyens de la zone UEMOA et de la zone CEDEAO. Donc je tenais à faire cette précision. Alors le troisième point concernant la distribution of wealth, now this is true. This is an important issue because you see, that's why we had this special program, social program that I just explained, which I think we put 1 billion CFA franc
no, 1000 milliards, 1,000 billion CFA francs, which are 1.5 billion euro to just try to go to the specific pockets of poverty. You see, villages, as I said to Madame, when you do the Piste Rurale avoir, schools, medication, things like that, electricity, to make sure that the poorest have a better take-in. And on top of that, we have a special program to give a certain amount of money. I think it's about $200 to the poorest families as a grant, provided they send their children to school, and we have books to make sure that they send their children to school, to make sure that they have vaccination, to make sure that they have medical kits, to make sure that they have enough furniture to go to, enough textbooks and handbags to go to school and so forth. And that program is really very, not only in the rural areas, but in the main cities. For example, in Abobo, in Yopougon, these are districts which count more than 1 million people. So it's a very big district where you have a lot of poverty. So we want to make sure that we target the poorest and do the most we can for them. So this is clearly our inclusion program. Now, ties with France. We're very happy to have ties with France. My wife is French. So, so I'm very happy to, so I think, no, clearly these are, I think, but I studied in the US. I went to the US, I was 20 years old. I like the US, I like the UK, and we don't want to have, we want to have ties with everyone, but our independence, our autonomy is more important than having ties with a country. It's only the interests of the people of Côte d'Ivoire and of Africa which we consider is best for us. Now, concerning English, nearly all the Ivorians, when they go to school, up to high school, they take English courses. But recently, we have, on a demandé à être membre du CPLP, des pays de langue portugaise, parce que nous avons des pays comme la Guinée-Bissau, comme le Cap-Vert, comme l'Angola, qui sont des pays partenaires. Donc nous serons membres bientôt, nous serons observateurs au CPLP, et j'espère que dans les années à venir, nous serons observateurs au Commonwealth aussi. Vous voyez, donc il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de discrimination. Thank you very much, Mr. President. Well, as you can see, Mr. President, there's great interest in your presence here, and there have been lots of very pertinent questions. I'm afraid we're going to have to call this to an end. I do apologize to all those who wanted to ask questions in the hall for not being able to get all the questions in. But I would like to say a very warm vote of thanks to His Excellency the President for speaking of his country, of his record, of his economic and his political record, of preparations for these important elections coming up, and for his emphasis on institutions, on peace, the way he's working against terrorism and against insecurity, and for development and for the people, and most of all for answering the questions put to him very honestly, very openly, and at length. And I think we should all mark this with a usual way in terms of appreciation for Your Excellency's speech.